Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une société dans son ensemble pouvait parfois sembler perdre le sens des réalités et commencer à adopter massivement des croyances irrationnelles? La folie collective est un phénomène fascinant qui déconcerte historiens et intellectuels depuis des lustres. Avant d'aborder ce sujet, commençons par une remarque du célèbre psychologue Gustave Le Bon. La vérité ne satisfait jamais le peuple. La vérité ne satisfait jamais le peuple. Il aime déifier l'erreur si elle l'attire, rejetant les preuves qui ne correspondent pas à ses préférences. N'importe qui peut simplement devenir leur seigneur en créant des illusions pour eux. Leur victime est toujours celui qui tente de briser leurs illusions. Cette affirmation soulève la question de savoir comment une civilisation peut sombrer dans la folie. Quels sont, selon vous, les plus grands dangers qui menacent la civilisation, si je puis me permettre? Vous pensez peut-être aux pandémies, aux guerres ou aux catastrophes naturelles? Mais si je vous disais que, selon Carl Jung, c'est l'esprit humain lui-même qui constitue la plus grande menace, Jung pensait que la plus grande menace pour la civilisation était notre incapacité à faire face aux forces intérieures de la psyché. Il s'agit d'une bataille contre notre propre nature, disait-il. Le dicton latin « homo homini lupus est », qui se traduit par « l'homme est un loup pour l'homme », vous est probablement familier. Les idées de Jung sont exprimées succinctement dans cette phrase. Dans les pires périodes de l'histoire, lorsque l'illogisme devient la norme plutôt que l'exception, cette nature de loup est particulièrement manifeste. Ce phénomène a été qualifié de fléau psychologique par Jung. Le plus grand danger pour l'homme n'est pas la famine, les tremblements de terre, les microbes ou le cancer, écrit-il dans La vie symbolique, pour la simple raison que les épidémies psychiques, bien plus destructrices que les catastrophes naturelles les plus graves, ne font pas l'objet d'une protection adéquate. La psychose collective, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une sorte d'épidémie de folie qui plonge toute une société dans l'illusion et l'éloignement de la réalité. L'histoire regorge d'exemples réels et troublants de ce phénomène, même s'il peut sembler lointain. Il suffit de penser aux chasses aux sorcières qui ont eu lieu en Amérique et en Europe entre le XVe et le XVIIe siècle. Boucs émissaires d'une communauté paniquée, des milliers de personnes, essentiellement des femmes, ont été pourchassées et mises à mort pour des raisons autres que de véritables crimes. Francis Ha écrit dans The Devil's Mania que vers la fin de la folie, il n'y avait presque plus de femmes dans plusieurs communautés suisses. La tyrannie du XXe siècle en est une autre excellente illustration. Des millions de personnes ont adopté des croyances qui apparaissent aujourd'hui comme clairement nuisibles et irrationnelles. Mais à l'époque, ces concepts avaient le pouvoir de faire basculer des pays entiers. La psychose collective a des conséquences désastreuses. Jung a mené des recherches approfondies sur ces phénomènes et a constaté que lorsqu'une société sombre dans la folie, ses citoyens connaissent une régression morale et spirituelle, devenant de plus en plus émotifs, illogiques et insouciants. Dans une foule, les gens commettent sans regret des crimes qu'ils ne commettraient jamais seuls. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est qu'une société en psychose collective est incapable de reconnaître sa propre folie, tout comme un individu en psychose est incapable de reconnaître ses délires. Ceux qui vivent dans cet état n'ont aucune perspective extérieure pour comprendre la gravité du problème. Alors pourquoi la civilisation sombre-t-elle dans la psychose de masse? Avant de répondre à cette question, nous devons d'abord comprendre les origines de la psychose chez l'individu. Bien que l'abus de substances ou les traumatismes physiques puissent être à l'origine de la folie, nous nous concentrerons ici sur les causes psychologiques.
La cause la plus fréquente est un afflux de sentiments désagréables qui provoque une crise de panique, y compris la peur ou l'inquiétude. Imaginez que cette terreur se propage comme un virus à l'ensemble de la population. Nous cherchons frénétiquement un répit lorsque nous sommes en proie à la panique. Si certains choisissent de fuir en faisant une dépression mentale, d'autres choisissent d'affronter la cause de leur peur. Contrairement à ce que l'on croit généralement, une dépression psychotique est une restructuration de l'univers expérientiel d'un individu plutôt qu'un simple déclin dans le désordre. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une technique d'adaptation, elle contribue à réduire la panique en fusionnant la réalité et l'illusion, les faits et le fantasme. Silvana Orietti, l'une des principales autorités en matière de schizophrénie au XXe siècle, a décrit les phases psychogènes qui aboutissent à la folie. La première est la phase de panique, au cours de laquelle l'individu commence à voir les choses sous un jour étrange. Il est terrifié, perplexe et incapable d'exprimer les événements bizarres dont il est témoin. Orietti appelle cela la phase d'introspection psychotique. L'individu commence à organiser ses sens à cette période, développant une perspective pathologique de la réalité qui lui permet de donner un sens à ses expériences étranges. Orietti qualifie cette prise de conscience de « insight », car le patient donne enfin un sens à ses expériences, mais elle est psychotique, car elle repose sur des illusions plutôt que sur une compréhension pratique des circonstances. En fait, une personne en proie à une crise de panique peut échapper au déluge de mauvais sentiments en développant des illusions, mais ce faisant, elle perd le contact avec la réalité. Selon Orietti, un épisode psychotique peut être considéré comme un mécanisme d'adaptation aberrant à une grave crise d'angoisse. Considérons maintenant ce phénomène à l'échelle d'une société entière. Une psychose collective peut se produire lorsqu'un groupe de personnes faibles est pris de panique face à des menaces réelles, imaginaires ou inventées. Tout comme un flot d'émotions négatives peut provoquer un effondrement psychotique chez un individu vulnérable. Mais c'est là que le bât blesse. La folie peut se manifester de diverses manières et les délires peuvent prendre des formes très variées. Le contexte historique et culturel de la société touchée déterminera la forme spécifique que prendra la folie collective. Le totalitarisme est actuellement l'un des types de psychose collective les plus dangereux. Selon l'historien Arthur Versluy, le totalitarisme est le phénomène contemporain d'un pouvoir étatique centralisé qui conduit à l'élimination des droits de l'homme individuel. Sous les régimes totalitaires, la société est divisée en deux parties, la classe dirigeante et la classe subordonnée. Toutes deux subissent des altérations pathogènes. En contraste frappant avec notre nature imparfaite, qui est vulnérable à la corruption du pouvoir, les dirigeants se voient attribuer une position presque surnaturelle. Cependant, les masses adoptent une position psychologique régressive et infantile en raison de leur dépendance à l'égard de ces dirigeants malsains. Il s'agit d'une tentative de modifier la nature humaine elle-même, selon Hannah Arendt, l'un des plus éminents spécialistes du totalitarisme au XXe siècle. Mais ce changement ne produit pas d'utopie. Il transforme des esprits sains en esprits malades. Les illusions servent de fondement et de support à la transformation sociale qui s'opère sous la dictature. Dans son livre « The Rape of the Mind », le psychiatre Joast Merlo explique que le menticide, ou meurtre de l'esprit, est un élément crucial du succès du totalitarisme. Selon Merlo, le menticide est une méthode systématique de manipulation psychologique qui anéantit la capacité des gens à penser de manière autonome. Grâce à cette structure, l'élite dirigeante peut instiller ses idées opportunistes dans le cerveau des personnes qu'elle a l'intention d'exploiter et de détruire. Il a précisé que cette tactique consiste à utiliser la désinformation et la terreur en tandem pour contrôler la population.
Examinons la progression de cette procédure menticide. Il s'agit tout d'abord d'instiller la peur, en provoquant la panique au sein de la population, ce qui incite les gens à croire aux mensonges. L'utilisation d'ondes d'effroi est une méthode qui fonctionne assez bien. Cette approche alterne des périodes de paix et des périodes de grande peur, mais chaque accalmie est suivie d'une peur encore plus intense, et ainsi de suite. Selon Meyer-Law, parce que les gens sont encore troublés par leurs expériences passées, il est plus facile de créer les effets psychologiques de chaque vague de panique après une période de calme. Au fur et à mesure que la moralité se détériore, les effets psychologiques de chaque nouvelle campagne de propagande s'intensifient, affectant un public déjà vulnérable. La propagande est essentielle à ce processus, car la peur prépare la population au meurtre mental. Pour permettre la destruction de l'esprit des masses, la propagande est utilisée pour diffuser de fausses informations et semer la confusion dans l'esprit des gens quant à la nature du problème et aux sources de la menace. Les gens sont incapables de penser rationnellement en raison de rapports contradictoires et d'informations volontairement confuses. Cette stratégie fonctionne bien car, comme l'a noté Meyer-Law, la logique peut réfuter l'illogique, mais l'illogique rend perplexe ceux qui tentent de penser rationnellement. En plus d'immobiliser l'intellect logique, cette incompréhension intentionnelle rend la population plus dépendante des dirigeants qui affirment qu'ils savent tout. En d'autres termes, la confusion rend les gens plus susceptibles d'être victimes de l'illusion de la dictature. La logique et la raison ne sont pas aussi séduisantes sur le plan émotionnel que les grands mensonges et la récitation répétitive d'absurdités. Dans notre environnement contemporain, les totalitaires peuvent déjà commencer à asséner aux gens une nouvelle fausseté, alors qu'ils sont encore à la recherche d'une défense plausible de la précédente. Il n'y a jamais eu de stratégie plus efficace pour conduire la société vers la tyrannie. Les technologies numériques, les médias sociaux et les algorithmes permettent à la peur et à la propagande de se répandre rapidement dans le monde entier. La vulnérabilité des gens est encore accrue par leur dépendance à l'égard de ces technologies et par l'absence de temps pour l'introspection et la discussion. En affirmant que la technologie moderne encourage l'homme à accepter le monde tel qu'il est, sans consacrer de temps à la vie privée et à la contemplation, Meyer-Law résume avec justesse les dangers de cette modernité. Il est attiré par la technologie parce qu'elle le fait bouger tout le temps, sans qu'il ait le temps de se détendre, de méditer, de s'introspecter ou de discuter, et qu'elle l'expose à une quantité écrasante de stimuli. Comme l'écran fournit des réponses préfabriquées, l'homme n'apprend plus à s'interroger sur ce qui l'entoure. Une autre tactique efficace est l'isolement social. Meyer-Law et Hannah Arendt ont constaté que l'isolement contribuait largement au succès du totalitarisme. Une personne est beaucoup plus sujette aux hallucinations lorsqu'elle est seule et qu'elle n'a pas la possibilité d'avoir des conversations régulières avec ses amis, sa famille et ses collègues de travail. Comme tout le monde ne tombe pas dans le panneau de la classe dirigeante, il perd le contact avec la force corrective des exemples positifs. Les personnes qui diffusent de la propagande peuvent aider à sauver les autres des agressions mentales. Toutefois, l'impact de ces exemples édifiants est réduit si l'isolement est imposé. Le fait que les êtres humains, comme beaucoup d'autres espèces, soient plus susceptibles de s'adapter à de nouveaux modèles de pensée et de comportement lorsqu'ils sont isolés est un autre facteur contribuant au succès de la mort mentale. Meyer-Law fonde cette explication sur les recherches du physiologiste Ivan Pavlov en matière de conditionnement. Pavlov a découvert que dans un laboratoire calme, avec peu de stimuli distrayants, les réflexes conditionnés se forment plus facilement. Tout dresseur d'animaux sait que l'apprivoisement des animaux sauvages nécessite la répétition patiente de stimuli
et l'isolement. Les totalitaristes ont suivi cette ligne de conduite parce qu'ils ont compris qu'en gardant leurs victimes politiques seules, isolées, désorientées et attaquées par des vagues de terreur, ils les soumettraient plus rapidement. Les personnes qui subissent une agression mentale deviennent vulnérables et désespérées. Une propagande incessante transforme les esprits raisonnables en un champ de bataille de forces illogiques, où le chaos règne à l'intérieur comme à l'extérieur, alors que les masses aspirent à un retour à un environnement plus ordonné. Les totalitaristes potentiels ont l'occasion de prendre des mesures décisives. Dans un monde qui semble aller rapidement dans la mauvaise direction, ils offrent une issue, un retour à l'ordre. Mais ce retour a un coût. L'élite dirigeante doit contrôler tous les aspects de la vie de la population et renoncer à sa liberté. Ils deviennent des sujets obéissants et soumis, renonçant à leur capacité d'indépendance et de prise en charge de leur vie. En d'autres termes, la population en général cède aux illusions de la folie totalitaire. Merleau dépeint cette chute avec des détails frappants. Une forme de folie collective peut être observée dans les régimes totalitaires du XXe siècle. Dans ces systèmes, la morale et la raison humaine disparaissent progressivement ou brutalement. Nous sommes entourés d'un sentiment de peur omniprésent et nous sommes projetés avec des adversaires fictifs. En conséquence, les pouvoirs dominants poussent la société à se retourner contre elle-même. Le monde autoritaire promet un ordre pathologique. Le totalitarisme éradique la spontanéité qui apporte les plaisirs de la vie et l'inventivité qui fait avancer la société en imposant à la population une uniformité rigide et une obéissance aveugle. La stagnation, la dévastation et la mortalité massive résultent du contrôle total d'un tel système de gouvernance qu'il soit administré par des scientifiques, des médecins, des législateurs, des bureaucrates ou un dictateur. Dites-moi, ce contenu vous fait-il réfléchir? N'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne. Maintenant, dites-moi, pensez-vous que nous vivons actuellement les signes d'une psychose collective? Si oui, quels exemples voyez-vous autour de vous? Laissez votre avis dans les commentaires. La question de la prévention de la tyrannie est sans doute la plus importante à laquelle nous sommes actuellement confrontés. Il est encore possible d'atténuer les effets de cette psychose de masse si la société est déjà entrée dans ses premières phases. Bien que nous ne puissions jamais être sûrs de l'issue de la folie collective, il y a des choses que nous pouvons faire pour aider à découvrir un remède. Toutefois, cet effort nécessite la collaboration de nombreuses personnes et un large éventail de moyens. La réponse doit être aussi diversifiée que l'attaque mentale. La première étape pour ceux d'entre nous qui souhaitent contribuer au rétablissement de la raison dans un monde de fous est d'organiser nos propres pensées et de mener une vie qui encourage les autres à faire de même. Ce n'est pas un hasard si notre époque a besoin de rédempteurs, c'est-à-dire de personnes capables de se libérer de l'emprise, de l'hystérie collective et de préserver au moins leur propre âme en étant une lueur d'espoir pour les autres. D'autres actions sont néanmoins possibles si l'on n'est pas victime d'une psychose. Tout d'abord, il faut partager le plus d'informations possible qui contredisent la désinformation. La fiction et les mensonges propagés par les totalitaristes en puissance sont battus en brèche par la vérité. Leur capacité à restreindre le libre-échange des idées est l'un des facteurs qui déterminent leur succès. L'utilisation de la comédie et de la dérision pour saper la légitimité de la classe dirigeante est une autre stratégie. Nous devons apprendre à utiliser l'arme de la dérision contre les dictateurs et les démagogues en puissance, a expliqué M. Merleau. Le démagogue lui-même est presque incapable de faire de la comédie, quelle qu'elle soit, et il commencera à perdre la tête si nous nous moquons de lui. La mise en place d'institutions parallèles
est une stratégie préconisée par Václav Havel, un rebelle politique sous le gouvernement communiste de l'Union soviétique, qui est ensuite devenu président de la Tchécoslovaquie. Tout type d'entreprise, d'institution, de technologie ou d'effort créatif qui est éthiquement en dehors d'une société totalitaire, tout en y étant physiquement situé, est considéré comme une structure parallèle. Havel a noté que ces systèmes parallèles ont mieux fonctionné que l'action politique pour contrecarrer l'autoritarisme dans la Tchécoslovaquie communiste. En outre, une seconde culture ou une société parallèle émerge d'elle-même lorsqu'un nombre suffisant de ces structures est établi, servant de havre de liberté et de raison dans le contexte du totalitarisme. Les structures parallèles sont, sinon des lieux où une autre vie peut être vécue, une vie qui est en accord avec ses propres objectifs et qui est à son tour construite en harmonie avec ses objectifs, comme l'affirme Gavil dans son livre « The Power of the Powerless », le pouvoir des sans-pouvoirs. Ces premières tentatives d'auto-organisation de la société reflètent les efforts d'un segment de la société pour s'écarter radicalement du système totalitaire et se libérer des éléments auto-entretenus du totalitarisme. Mais, plus que toute autre chose, l'action du plus grand nombre est nécessaire pour empêcher une chute totale dans la folie du totalitarisme. Un effort actif et concerté est nécessaire pour restaurer la liberté dans le monde, tout comme la classe dirigeante ne reste pas passive et ne prend pas de mesures intentionnelles pour étendre son autorité. Dans une société qui cède aux illusions de l'autoritarisme, cette tâche peut s'avérer très difficile. Toutefois, la tyrannie, comme l'enfer, est difficile à renverser, comme l'a fait remarquer Thomas Paine au cours d'une autre période troublée de l'histoire. Nous avons cependant un peu de réconfort. Plus la bataille est difficile, plus le triomphe est magnifique. Il est essentiel de garder à l'esprit que la lutte contre le totalitarisme implique des défis psychologiques, politiques et physiques. La classe dirigeante se concentre sur ces domaines parce qu'elle sait à quel point il est crucial de contrôler le récit et de manipuler les émotions. Pour lutter contre ce phénomène, il est nécessaire de reconnaître nos propres faiblesses psychologiques et de travailler à fortifier notre esprit contre la manipulation. L'éducation, y compris l'éducation formelle, et l'auto-éducation, est une approche pour y parvenir. Nous devons apprendre à penser de manière critique, à remettre en question l'autorité et à devenir capables de repérer la manipulation et la propagande lorsqu'elles se présentent. Cela implique d'être conscient des sophismes logiques, d'être capable de vérifier les informations et de conserver un degré sain de scepticisme sans être paranoïaque. Préserver notre humanité et nos relations interpersonnelles est un autre élément crucial. L'isolement et la déshumanisation sont des éléments clés des régimes totalitaires. Nous nous opposons à la pensée totalitaire en maintenant des liens véritablement humains, en faisant preuve d'empathie et en refusant de considérer les autres comme des ennemis ou des abstractions. Nous devons également veiller à préserver notre vie privée et nos libertés individuelles. Avec le développement des technologies, la population est plus facile à gérer et à surveiller pour les personnes en position d'autorité. Les totalitaires potentiels auront peut-être plus de mal à se maintenir au pouvoir si nous sommes conscients de nos habitudes numériques, si nous soutenons les technologies de préservation de la vie privée et si nous rejetons l'envie de compromettre la vie privée pour des raisons de commodité. Il est également essentiel de soutenir et de défendre la liberté de la presse et d'expression. Lorsque les totalitaires prennent le contrôle, ils s'attaquent souvent en premier lieu à ces libertés. Le respect de la liberté d'expression est essentiel à la préservation d'une société libre, quelles que soient nos opinions.
Soutenir les médias alternatifs et le journalisme indépendant qui contredit le discours du gouvernement en fait partie. En outre, nous devons faire preuve de prudence lorsque nous soutenons l'autoritarisme. Il est rare que le totalitarisme émerge du jour au lendemain. En général, il se met en place progressivement, chaque petit pas atténuant le caractère scandaleux du suivant. Même si une attaque contre notre liberté est présentée comme bénéfique pour nous, nous devons être prêts à tracer une ligne dans le sable et à déclarer « ça suffit ». Il est important de noter que la culture et les arts jouent un rôle important dans ce conflit, parce qu'ils comprennent à quel point l'art peut être inspirant et unificateur. Les gouvernements totalitaires cherchent souvent à censurer et à étouffer la créativité. Nous nous opposons au totalitarisme en produisant et en promouvant un art qui honore la liberté, l'unicité et la dignité humaine. Même dans les moments difficiles, nous pouvons contribuer à soutenir le flambeau de la liberté. En conclusion, l'un des conflits les plus cruciaux de notre époque est la lutte contre la folie généralisée de la tyrannie. Il s'agit d'une guerre menée non seulement dans les rues ou dans les salles de pouvoir, mais aussi dans les cœurs et les esprits de tous les gens. La fin n'est jamais assurée et le voyage est rarement simple. Cependant, l'espoir demeure tant qu'il y aura des personnes qui respecteront la liberté, exerceront leur esprit critique et resteront humaines face à des forces qui déshumanisent les autres. Faire de son existence un acte de rébellion est le seul moyen de faire face à un environnement non libre et d'atteindre la liberté totale, selon le philosophe Albert Camus. Engageons-nous donc dans ce soulèvement libérateur. Servons de rayon de raison dans un monde qui devient de plus en plus fou. Comme toujours, la décision appartient à chacun d'entre nous. Sachez que ce n'est que le début si ce voyage vous a amené à vous poser des questions et à vous interroger, partager, débattre, appliquer l'information pour créer un monde plus conscient et plus solidaire. Voilà où réside sa véritable valeur. Je vous encourage donc à poursuivre la discussion dans les commentaires, à exprimer vos idées et à approfondir ces découvertes intrigantes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ces réflexions sur la façon de résister au totalitarisme et de préserver notre liberté vous ont apporté des enseignements importants. Maintenant, je vous demande un geste simple mais puissant. Aimez cette vidéo, car cela permet à la chaîne de se développer et d'apporter ses connaissances à un plus grand nombre de personnes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre les contenus qui élargissent notre conscience. Ensemble, nous pouvons entretenir la flamme de l'esprit critique et de la liberté.